Ça y est, on touche à la fin de la saison 2022 de Formule 1 et les équipes pour la plupart sont déjà toutes tournées vers 2023 et la préparation de leur prochaine voiture. Mais il y a une autre équipe qu'on a tendance à oublier qui travaille aussi sur 2023 et même 2024, c'est Pirelli. Cette année, on a vu l'apparition des pneus 18 pouces, leurs qualités et leurs défauts. Et pour 2023, toujours dans un souci d'améliorer son produit et son impact positif sur le spectacle en piste, Pirelli travaille sur une évolution de ces fameux pneus de Formule 1. Bon alors c'est très bien tout ça, mais autre composante importante pour Pirelli et les pilotes, ce sont les fameuses couvertures chauffantes qui, à l'origine, devaient disparaître avec l'apparition des pneus de 18 pouces et qui finalement devraient, pour l'instant, être interdites pour 2024. Alors pourquoi interdire les couvertures chauffantes? Essentiellement des raisons de coût et probablement aussi pour tenter de donner un peu plus de spectacle, et il semblerait qu'on parle un peu d'éco-responsabilité pour que la F1 rentre dans son objectif de neutralité carbone en 2030. On va être honnête, ça j'y crois pas une seule seconde. Pas les couvertures chauffantes qui font cramer les forêts, quoi. Sauf qu'interdire les couvertures chauffantes aujourd'hui, avec ces types de voitures, c'est peut-être la pire idée pour le spectacle et la sécurité des pilotes. Et on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui. Alors je reviens pas sur les pneus de 2022, on a déjà fait une vidéo qui en parle il y a à peu près 6 mois, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, mais du coup on va peut-être se pencher vite fait sur le retour des pilotes sur ces pneus. Alors globalement, les pilotes se sont plaints d'avoir plus de sous-virages que sur les voitures des années précédentes. C'est dû à plusieurs facteurs différents. L'appui aéro généré à faible vitesse est moins fort car on a des voitures qui travaillent beaucoup à l'effet de sol, et l'augmentation du poids des voitures due à un renforcement de certains éléments de sécurité fait que là aussi, finalement, ça provoque du sous-virage. Alors ceci étant dit, entre la nouvelle réglementation aéro de cette année et les pneus, on a eu droit à un sacré spectacle globalement, car les pneus permettaient aux pilotes d'attaquer plus qu'un seul virage comme c'était le cas les années précédentes, et ça nous donnait de vraies batailles comme on a vu entre Verstappen et Leclerc, pour ne citer que cette saison. Donc les pneus Pirelli en 2022, oui, ça a bien fonctionné, et ça pourrait être encore un peu mieux, je pense. Donc pour 2023, Pirelli travaille sur l'évolution de ce pneu pour donner un train avant plus fort. En fait, ça veut dire qu'on va donner au pneu avant plus d'adhérence, entre guillemets, par rapport à aujourd'hui pour essayer d'effacer ce sous-virage. Et du coup, les tests de ces pneus ont déjà débuté depuis le début du championnat. Dernièrement, on a vu ces pneus tests à Austin et à Mexico, et on devrait voir la version 2023 définitive de ces pneus lors des tests de fin de saison à Abu Dhabi. Globalement, une voiture de course, ça fonctionne bien quand tout est bien chaud. Et on roule vite à la fois pour tout garder chaud et pour faire refroidir juste ce qu'il faut pour éviter que ça chauffe trop et que ça brûle. Voilà. Là, je parle de l'huile moteur, les batteries, les freins, machin, etc. Faut que ce soit bien chaud, mais pas trop non plus. Et les pneus, c'est la même chose. Pour que le pneu colle à la piste, il faut qu'il soit chaud. Et du coup, il y a deux possibilités pour ça. Alors, soit le pilote part avec des pneus à température ambiante et va prendre du coup plusieurs tours pour les faire chauffer avant de pouvoir les exploiter correctement et faire des temps autour rapides, soit on chauffe les pneus dans des couvertures pour que dès la sortie des stands, le pilote puisse attaquer. Première possibilité, chauffer les pneus en sortant des stands comme un grand, c'est ce que l'on a fait au GP Explorer, et je vais vous dire un truc, chauffer des pneus, il n'y a rien de plus chiant et il n'y a rien de plus frustrant. Mais vraiment. Alors un pneu, c'est un peu comme un steak. Si tu le mets dans une poêle brûlante directe, tu vas le faire cramer sur le dessus, mais à l'intérieur, ça va être froid. Bref, ça va pas être très bon. Faut que la chaleur pénètre à l'intérieur tout en prenant garde de ne pas cramer l'extérieur. Une fois que c'est chaud, faut garder le steak à cette température pendant 20-30 minutes. Faut le garder bien chaud, toujours sans le faire cramer et en le gardant au chaud à l'intérieur. Le sport auto, c'est de la cuisine de pneus en fait. Et Sergio Pérez, c'est un grand chef étoilé. En fait, il faut y aller doucement au début et monter en rythme progressivement, pas trop vite, sinon tu risques de partir à la faute parce que tes pneus sont pas encore chauds. Et pas trop doucement parce que sinon, tu chauffes jamais tes pneus. C'est pas juste une ligne droite en faisant des zigzags vite fait que les pneus vont devenir chauds. Non, ça... Les zigzags comme ça, vite tough, non, ça, t'oublies. Ça, pour chauffer les pneus, ça sert pas à grand chose. Pour les garder un peu en température, oui, mais pour les chauffer, non. Mais alors concrètement, comment on chauffe les pneus si zigzaguer vite fait en ligne droite, ça sert à rien? Alors loin de moi l'idée de comparer des pneus Pirelli de F4 aux pneus Pirelli de F1, mais globalement, en fait, à ce qui paraît, les pneus Pirelli en sport auto se chauffent à peu près de la même manière
Pour en avoir discuté avec quelques pilotes, c'est un peu une galère. Premièrement, on va faire des accélérations et des freinages en ligne droite. Ça va faire chauffer le pneu de manière longitudinale, sans violenter la carcasse, les flancs ou les épaules entre guillemets du pneumatique. Dans le même temps, faire des freinages, ça va faire chauffer les disques de frein, qui vont faire chauffer à leur tour les jantes, qui vont faire chauffer à leur tour l'intérieur du pneu. Franchement, top. Deuxièmement, on va mettre du rythme dans les virages sans être à la limite, évidemment, mais on veut mettre de longs appuis et une charge de manière assez prolongée, mais pas violente ou sèche d'un coup, sur le pneu. Et virage après virage, on va augmenter la cadence au fur et à mesure que le pneu chauffe. Ça va permettre de chauffer tranquillement, de manière latérale, sans violenter encore une fois la carcasse et la structure du pneu. Enfin, dans les grandes lignes droites, pour continuer de chauffer la gomme, un peu comme en virage, on va faire de très grandes vagues en accélérant pour continuer de chauffer la gomme et on va pouvoir commencer à faire des freinages un petit peu plus appuyés sur nos entrées de virage. Alors du coup, on fait tout ça de plus en plus vite et arrive un moment où simplement rouler sur la trajectoire en prenant nos virages à vitesse de course va entre guillemets prendre le relais de la chauffe de la gomme pour la terminer et on sera en train d'exploiter le pneu correctement. Toute cette technique, toute cette routine pour chauffer les pneus est très importante, surtout pour des pneus Pirelli. On parlait de steak tout à l'heure, si on fait une chauffe trop brutale du pneu, on peut créer le fameux graining. Vous savez, c'est des peluches de gomme qui roulent sur le pneu lui-même. Vous savez, c'est comme quand vous gommez du crayon à papier et que vous passez sur les bouts de gomme qui se sont détachés. Non seulement vous gommez pas grand chose, mais en plus de ça, ça vous fait glisser et enfin, c'est l'horreur. Le graining, c'est exactement la même chose. Autre problème qu'on a vu par le passé en F1, avoir une différence trop grande entre la température à l'intérieur du pneu et celle à l'extérieur peut créer du blistering. Là, c'est des gros morceaux de gomme qui s'arrachent du pneu et ça vous fait des trous sur le pneu. En vrai, pas ouf. Qu'on se le dise, pas ouf. Alors, dépendamment des types de pneus, de leur usure, de la catégorie, des conditions de piste et de comment le pilote chauffe les pneus, c'est très compliqué de donner une fourchette du nombre de tours pour faire chauffer la gomme. Il n'y a pas forcément une règle genre, en 3 tours, c'est fait, c'est chaud. Ça va vraiment dépendre de plein de choses. Bon, et alors là, je vous ai parlé des Pirelli, mais j'ai absolument aucune idée de comment on chauffe des pneus Hankook ou des Michelin. C'est pas forcément hyper différent, parce que faut mettre de l'énergie dans la gomme, quoi. Mais a priori, les Pirelli sont les plus fragiles pour la chauffe du pneumatique. Alors du coup, faites bien attention la prochaine fois que vous regardez de la Formule 2 ou de la Formule 3 à comment un pilote chauffe ses pneus, aussi en fonction de savoir s'ils sont neufs ou pas d'ailleurs, parce que s'ils sont neufs, ça prend un peu plus de temps. Mais en Formule 1, on ne se soucie pas trop de la chauffe des pneus, les pilotes ont des pneus qui sont prêts à être utilisés dans la bonne fenêtre de température, il y a juste besoin de quelques virages pour, entre guillemets, terminer la chauffe. Mais pareil, il faut pas non plus les violenter, car derrière, tu pourras pas les utiliser correctement à leur plein potentiel. Si ton steak il est cramé à l'intérieur et à l'extérieur, ça restera pas très bon. Et donc, on chauffe ses pneus grâce aux fameuses couvertures chauffantes. Et ça pourrait donc disparaître. Bon, les couvertures chauffantes, c'est quoi? Tout est dans le nom, c'est des grosses couvertures qui vont entourer les pneus et par des résistances électriques, ça va chauffer les pneus. Et on va choisir la température à laquelle on veut chauffer nos pneus. Comme ça, quand on va sortir les pneus des couvertures et qu'on va les mettre sur la voiture, qui va sortir des stands, les pneus seront à la bonne température pour fonctionner. Pour simplifier, la température de fonctionnement d'un pneu en Formule 1, généralement c'est aux alentours de la centaine de degrés. Si jamais tu as une Formule 1 à côté de toi qui revient de plusieurs tours, mais pas forcément ta main sur le pneu, tu risques d'avoir un peu chaud. Ok, donc là tu me dis go, on met les pneus à chauffer tranquillement pendant un petit quart d'heure, vite fait à 100 degrés, et on est bon. Alors oui, mais non, c'est un peu plus complexe. C'est le TCVV. Le TCV quoi? Temps de cuisson, viande, volaille. Comme on a parlé de steak tout à l'heure, les couvertures chauffantes c'est presque la même chose. Là c'est comme si tu mettais un bon roast beef au four. Tu vas avoir une cuisson vraiment parfaite, à cœur et bien contrôlée, mais ça va te prendre un petit peu plus de temps. Et les pneus en Formule 1, c'est à peu près pareil. On les met en cuisson et ça dure 3 heures. C'est un peu dur à cuire, quoi. À cuire. Cuisson thermostat 8. En 2022, on a limité à 70 degrés la chauffe des pneus dans les couvertures chauffantes, donc les pilotes devaient encore un peu les chauffer en sortant des stands. En moyenne, selon les circuits, ça pouvait leur prendre 4-5 virages peut-être et quelques à peu près, donc rien de dramatique. Fallait pas faire de conneries pour autant, la faute pouvait arriver quand même assez vite. Dans l'objectif d'interdire les couvertures chauffantes, la F1 et Pirelli se sont dit on va baisser progressivement la température de chauffe des couvertures. Et pour 2023, les pneus auraient dû se faire chauffer à 50 degrés. Et les pilotes, du coup, ils ont testé cette façon de faire à Austin, avec les pneus test.
ça a été un peu la merde. Le circuit des Amériques, le COTA, est un tracé moderne avec un premier secteur avec des virages rapides où les pneus sont fortement sollicités, et lors des tests, il faisait beau et assez chaud, et malgré ces conditions, on a vu des pilotes nous offrir de très belles glisses. Alors oui, certes, c'est spectaculaire, mais totalement à l'opposé de ce qu'on veut faire pour mettre en chauffe un pneu Pirelli. Là, ils les ont violentés, quoi. Donc les pilotes ont eu beaucoup de mal à chauffer les pneus. Un pneu de Formule 1, à contrario d'un pneu de F4, c'est un pneu qui a une gomme, mais alors beaucoup plus dure. Les F1 prennent des virages à 300 km/h parfois, mettent énormément de charge sur les pneus avec l'appui aérodynamique que génère la voiture. Donc pour résister à toute cette charge, le pneu doit être vraiment très dur par rapport à d'autres catégories comme la Formule 4. On sollicite beaucoup moins le pneu en F4. Alors je saurais pas vous dire la différence, mais partez du principe qu'on a des pneus giga extra hyper tendres en Formule 4 et qu'en F1, ils ont des pneus super giga méga hyper durs. Je force le trait, mais c'est pour l'exemple. Vraiment, il y a zéro... Voilà quoi. Donc si le pneu est super dur, il va être plus difficile à monter en température qu'un pneu plus tendre. C'est comme les élastiques. Quand tu vas à la salle de sport, il y a le plus dur, faut que tu forces comme un dingue, et le plus petit, c'est plus tendre, donc du coup c'est beaucoup plus facile. Un peu la même chose, quoi. Donc les pilotes doivent mettre plus d'énergie dans le pneu et de manière pas trop violente pour le faire correctement chauffer. Sauf que, les F1 modernes et leurs pneus sont faits pour bien fonctionner à haute vitesse, avec beaucoup de charge. Et on l'a vu plusieurs fois cette année, même les années précédentes, sous safety car, les pilotes, ils se plaignent de pas rouler assez vite, et donc de perdre de la température dans les pneus. Et au final, si les pneus tombent trop bas en température, tu réussiras jamais finalement à les faire remonter pour qu'ils puissent travailler correctement. Et ça se vérifie encore plus sur les pneus pluie et intermédiaires, où là, ça se voit vraiment, ça se voit nettement, quoi. Si le gars, il n'arrive pas à faire chauffer sa gomme, c'est la merde. En fait, on a des pneus qui, globalement, sont très durs pour résister à la charge que leur met la voiture dans les virages, mais ils sont tellement durs que la voiture qui doit fonctionner à haute vitesse ne peut pas les faire chauffer suffisamment bien à basse vitesse. En fait, peu importe la routine que tu fais pour chauffer les pneus, comme on a vu tout à l'heure, tu rouleras jamais assez fort pour les chauffer. Ou alors tu seras peut-être mis dans le mur avant, tu vois. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça dans l'idée, quoi. Donc les couvertures chauffantes sont essentielles aujourd'hui car les voitures et les pneus ne sont pas conçus pour monter en température progressivement de 20 à plus de 100 degrés en quelques tours. Et si à Austin, dans de bonnes conditions, sur un circuit qui sollicite bien les pneus, ça a du mal à faire chauffer en partant à 50 degrés, qu'est-ce que ça va donner à Monaco avec une température peut-être plus faible encore où on sollicite pas beaucoup les pneus? Jamais tu pourras les faire chauffer. Et du coup, tu te mettras dans le mur. Bon alors je vais être honnête, moi au tout début, quand je voyais que je devais tout le temps faire chauffer mes pneus en Formule 4, j'avais le giga seum. Je me disais putain mais les pilotes de F1 ils foutent absolument rien, en vrai ils partent et boum ils s'amusent. Pas du tout, on a donc un enjeu quand même de sécurité quand on parle des couvertures chauffantes, dans le cas de la Formule 1. Puis il y a quand même un peu de boulot en F1 quoi, ils partent pas genre et boum ils s'éclatent quoi. Pas que ça. Que ce soit avec des pneus chauffés à 50 degrés ou moins, les voitures en sortant des stands vont, comme toutes les autres voitures de course, devoir monter en rythme progressivement pour chauffer les gommes, et du coup ça donne plusieurs problèmes. Déjà le pilote doit tenter de piloter et de mettre beaucoup de rythme dans des pneus avec une voiture de 1000 chevaux qui ne fonctionne bien que lorsqu'elle roule vite et quand tout est chaud. Donc en dessous c'est 1000 chevaux sur la glace. Donc peu importe qui tu es, à un moment tu vas te prendre un gros coup de raquette bien fort pour finir dans le mur alors que tu auras fait que 3 virages en sortant des stands. Ensuite, est-ce que l'on peut parler du différentiel de vitesse entre une voiture qui doit monter ses pneus graduellement en sortie des stands et une voiture qui est sur un tour chrono? On se plaint de la dangerosité en qualif d'avoir du trafic et des pilotes qui préparent leur tour au ralenti pendant que d'autres arrivent à pleine balle. Alors vraiment, le plus dangereux de mon point de vue en Formule 1 aujourd'hui, c'est le grand différentiel de vitesse entre deux voitures. Une qui roule, admettons, à 100 km/h et l'autre qui arrive à 300 ou 250 même. Si le gars qui roule à 100 km/h change de direction au dernier moment, bien que tu aies tous les réflexes du monde, ça peut se terminer extrêmement mal. Et je pense notamment à le presque accrochage entre Hartley et Gasly à Bakou en 2018, où une incompréhension a failli nous donner une horreur tragique. Là, on va donc en essai libre se retrouver avec des voitures dans tous les sens, dont le différentiel de vitesse sont tous hyper hétérogènes, car il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de chauffer ses pneus et mettre du rythme et aura besoin de se retrouver sur la trajectoire d'une manière ou d'une autre. Sur la partie plus sportive, on va parler de l'amélioration du spectacle, si on retire les couvertures chauffantes. Alors, moi je pense que c'est un tout droit dans le mur.
Admettons que les pilotes arrivent difficilement à faire chauffer leurs pneus, mais ils y arrivent quand même en 3-4 tours. Ça veut dire que stratégiquement parlant, dans ton arrêt au stand, tu dois prendre en compte ton passage au stand, qui dure une vingtaine de secondes à peu près, plus les 3-4 tours de chauffe à une vitesse moins élevée, qui va, quoi qu'il arrive, te faire perdre du temps. Donc typiquement, on allonge le coût d'un passage au stand. Donc si on allonge le coût d'un passage au stand, on dit au revoir aux stratégies à 2 arrêts. Vaut mieux rouler tranquille et rester le plus longtemps en piste que de faire 2 arrêts. Exactement le problème qu'on avait il y a quelques années justement, c'était cette fameuse course à l'économie. Et là justement, on n'est plus trop dedans, donc faudrait pas y retourner. Bon, si on parle un peu de la qualif, 3-4 tours de chauffe, admettons, sur des pneus qui vont produire leur pic de performance sur 1 voire 2 tours très grand max. Hein. Et après, bah ils ont plus autant de performance. Donc dans un temps limité, avec du trafic qui chauffe ses pneus, etc., bon courage pour sortir un tour correct. Honnêtement, je pense que la qualif risque de ressembler à rien. Bon, enfin, parlons un petit peu de l'impact sur les coûts pour les équipes et même ou l'écologie d'ailleurs. Alors, les couvertures chauffantes, t'en rachètes pas tous les ans. Hein. Les équipes ont droit à utiliser 10 trains de pneus par pilote pour les couvertures chauffantes, enfin 10 couvertures chauffantes quoi. Donc de ce côté-là, c'est peanuts. En revanche, il y a peut-être un coût sur l'électricité que tu dépenses pour faire chauffer les pneus, parce que bon, ça dure quand même un bon bout de temps. Mais bon, à partir du moment où tu as des giga motorhomes, chauffer les pneus, je pense que c'est le cas de tes problèmes. Et tant que l'électricité que tu vas utiliser provient d'une énergie renouvelable, en vrai, on s'en fout sincèrement. C'est pas ça qui va foutre le feu aux forêts, donc pas trop de problème quoi. Alors toujours sur les coûts, au final, ça coûte plus cher de faire rouler une voiture 3-4 tours de plus pour faire chauffer des pneus que d'utiliser des couvertures chauffantes. C'est en tout cas l'estimation de Tom McCullough, j'essaie de le prononcer correctement, qui est directeur de la performance chez Aston Martin. Il dit, en fait, gros, faire 3-4 tours de plus, ça nous coûte plus cher. Donc non, on peut pas juste interdire les couvertures chauffantes en claquant des doigts parce que bah, c'est la règle et que tout le monde y sera confronté et que ce sera le même problème pour tout le monde. Et encore moins croire que ça aidera le spectacle. Très clairement, je pense que c'est pas réfléchir. En l'état actuel, aujourd'hui, je ne vois que des désavantages à interdire les couvertures chauffantes avec ces pneus sur ces voitures. Mais bah oui, mais quand même. Si on reste sur la grande famille des monoplaces, aucune des formules de promotion, même l'IndyCar ou la Super Formula, n'utilise de couverture chauffante. FIA F2, FIA F3, F3 régional, F4 et j'en passe, aucune utilise de couverture chauffante. Donc, avoir, on va dire, des grosses voitures qui roulent fort avec des pneus non chauffés en partant des stands, c'est possible. On va quand même prendre une comparaison. En 2019, la F1 et l'IndyCar ont toutes les deux roulé sur le circuit des Amériques à Austin. Will Power, qui a fait la pole position en IndyCar, s'est mangé 14 secondes sur un seul tour par le poleman Valtteri Bottas sur sa Mercedes. 14 secondes. Grosso modo, la F1 gagne absolument partout. En accélération, c'est visuellement net. Le freinage, pareil. Et alors, le passage en courbe n'a absolument rien à voir entre les deux voitures. Évidemment, ce n'est pas dû que aux pneus, hein. Les voitures sont complètement différentes. On peut jouer au jeu des 1000 différences, il n'y a aucun problème, on trouvera 1000 différences entre la F1 et l'IndyCar. Ce que je veux dire, c'est que les pneus en F1 prennent bien plus cher qu'en IndyCar ou en Formule 2. On a l'impression que l'IndyCar, c'est un peu la F1 à l'américaine, c'est assez vrai, mais je pense qu'on sous-estime énormément le différentiel de performance entre les deux machines. En fait, pour résumer, pour faire simple, il n'y a aucune autre voiture dans le monde qui ne sollicite autant les pneus qu'une Formule 1. La Bugatti Chiron, à côté, on s'en branle. Vraiment, c'est de la merde. Et c'est aussi ça qui rend très complexe la conception de pneus qui n'auraient pas besoin de couverture chauffante. En l'état actuel, on est obligé de garder les couvertures chauffantes. Mais Pirelli travaille déjà sur un tout nouveau composé de pneus dont le cahier des charges est le suivant. Et c'est pour 2024. Pour l'instant. Pas de couverture chauffante, donc le pneu doit pouvoir monter facilement en température de 20 degrés à 100 degrés. Et ce, dans un laps de temps assez réduit, donc assez vite. Ce pneu ne doit pas surchauffer et donner continuellement de la performance. Le pneu doit permettre d'attaquer fort quand un pilote se retrouve dans une bataille. Et le pneu doit résister à des charges énormes, jamais connues dans d'autres catégories, parce que la F1, c'est ce qu'il y a de plus extrême aujourd'hui. Grosso modo, ça veut dire quoi? Le pneu doit être à la fois très tendre pour chauffer vite, et très dur pour résister à ce que le pilote va lui mettre dans la tête, derrière, dans les grands virages et dans les lignes droites, etc. Et pour ça, faut aussi que les voitures et leur conception puissent prendre en compte le fait de devoir délivrer de l'adhérence à plus faible vitesse pour aider la chauffe des pneus. Alors du coup, pour terminer, vous allez me poser la question, est-ce que c'est possible de concevoir et de fabriquer des pneus qui répondent à tout ce qu'on vient de dire? Parce que là, il y a quand même un truc assez vénère. J'en sais rien. Je suis pas ingénieur. Je suppose que oui,
Parce que si en IndyCar ou en Formule 2, on a des pneus qui fonctionnent bien avec de grosses contraintes en partant des stands froids, bah ouais. Mais encore une fois, la F1 et les contraintes des pneus en F1, ça n'a rien à voir. Donc il y a un véritable challenge. Et on verra ce que ça donne quand Pirelli nous pondra des pneus. Ça va être violent. Ça va être violent. Il y a du taf.